heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. All right. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. Aujourd'hui, balade meurtrière avec Philippe. Hello, ça fait longtemps, hein? Ah, ça fait longtemps, je suis content. On a eu un gros épisode le dernier. Ouais, qui avait bien marché. Ouais, il marche bien. Il est encore dans les top écoutes de nos épisodes en ce moment. Puis, Allez, on avait une bonne chanson aussi pour oui, on en a encore une bonne cette semaine, Philippe. On a un autre programme un peu comme la dernière fois, un programme double cette semaine. Ouais, c'est un bon format. Hein? Je te laisse nous expliquer ça. C'est une chanson que je t'ai proposée. Ouais, exactement. Donc, c'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Anti-Flag. Ouais. Donc, c'est un groupe punk rock avec parfois un peu de hardcore dans leur son. C'est un groupe qui est très, très engagé dans des causes plutôt, on va dire, anti-système, plutôt progressistes. Mm-hmm. Et donc, il y a 4 membres historiques dans le groupe. Donc, c'est Justin Sane, Chris Head, Chris Parker et j'imagine que c'est un pseudo pathétique. Alors, je voudrais faire un petit préambule quand même en disant qu'on va parler du groupe, mais on ne va pas rentrer dans les détails de ce qui se passe pour le moment autour de ce groupe et de leur leader, Justin Sane, parce que Justin Sane est accusé de viol par 12 femmes, dont au moins une était mineure au moment des faits. Donc voilà, on va parquer ce sujet-là, mais peut-être qu'on reparlera de Justin Sane dans Du crime à mes oreilles. Probablement. Voilà, c'est pas quelqu'un de bien, quoi. Ouais, ça n'a pas de l'air en tout cas. Non. Et d'ailleurs, le groupe n'existe plus à cause de ces accusations parce que les 3 autres membres du groupe ont tout de suite arrêté leur collaboration avec Justin Sane. Mm-hmm. Puis on dit qu'ils ne pouvaient pas continuer non plus le groupe parce que ça allait complètement contre les valeurs Exactement, ouais. Qui propageaient et tout ça. Là. Absolument. Alors, on va parler de ce groupe qui est né en 1988, mais qui n'a sorti son premier album solo que 8 ans plus tard, en 1996. Donc, ce premier album s'appelait Die for the Government. Et là, il y a vraiment déjà toutes les thématiques un peu anti-système, anti-gouvernement. Mm-hmm. Un esprit très punk, en fait, de Anti-Flag. C'est l'époque plus punk hardcore, mettons, qu'on pourrait dire du groupe, parce qu'à la fin, c'était plus un pop-punk, mettons. Oui, tout à fait. Ouais. Plus inclusif, plus... facile d'accès. Hein. Ouais, plus facile d'accès pour tout le monde. Ouais. Mais d'ailleurs, ce premier album n'est pas un grand succès. Et puis, il y a un deuxième album qui s'appelle A New Kind of Army, qui n'est pas non plus un grand succès. Et puis arrive le premier album, on va dire, plus grand public, en 2001, qui s'appelle Underground Network. Et ça, c'est un succès. Mm-hmm. Et à partir de là, il y a encore une dizaine d'albums qui vont suivre, dont un qui s'appelle American Fall, qui sort en novembre 2017, qui est leur 11e album studio. Et donc, on va parler d'une chanson de cet album-là, qui est la plus longue de l'album, parce que c'est comme c'est des groupes avec des chansons très courtes. Et donc, la chanson s'appelle Racist et dure 3 minutes 20, ce qui pour Anti-Flag est une chanson longue. Et alors, c'est une chanson qui s'attaque à ce qu'on pourrait appeler une forme de suprémacisme blanc timide. Ouais, ça évoque beaucoup « je suis pas raciste, mais... » C'est ça, exactement. Cette hypocrisie par rapport, avec par des rapport au phrases, racisme. j'ai rien contre les immigrants, mais je veux pas une mosquée sur ma rue. Dans ma rue, ouais, c'est ça, voilà. Des paroles comme ça dans la chanson. Là. Voilà, c'est ça. J'aime bien les Noirs et les Arabes, mais chez eux. C'est un peu ça qui dénonce ce type de discours-là. Pas trop proche. Voilà. Et donc, il y a des noms qui sont mentionnés dans la chanson, et donc on va en parler. Donc, tu as parlé du premier et moi du second. Et donc, ce sont des personnes qui font partie de l'histoire de la ségrégation aux États-Unis. Et donc, c'est Jim Crow et Bull Connor. Je vais te laisser peut-être commencer en parlant de Jim Crow. Yes, Jim Crow, qui est un personnage fictif. C'est pas un personnage qu'on a vu apparaître
Ça, en 1832, dans un spectacle un peu chanté qui était une chanson du spectacle qui s'appelait Jim Crow, excuse. Puis dans le fond, c'était un blanc. C'était l'apparition du blackface, on pourrait dire, à l'époque. Et Jim Crow représentait tous les stéréotypes noirs un peu de l'époque. Puis c'était ça, un blanc comme en blackface. J'ai eu un petit vidéo juste pour montrer un peu le personnage que je voulais faire passer sur le live. Puis on va reparler après de tout ça. Every time I wheel about a Jim Crow, I went down to the river. I didn't mean to stay, but there I saw so many gals I couldn't get away. Wheel about and turn about and do just so. Every time I wheel about a Jim Crow. Alright. On a vu un peu le personnage et qui fait quand même très très peur dans le vidéo, c'est très noir foncé, puis la bouche qui ressort épouvantable. Mais c'est ça, c'est un peu un personnage pour stéréotyper les Afro-Américains, puis tout ça. Puis fait que c'est un peu avec ça que ça commence, là, Jim Crow. Puis les lois de Jim Crow partent un peu c'est dans le 19e siècle, dans le fond. Je vais juste me réaligner... c'est ça. Fait que les lois de Jim Crow sont nommées d'après ce personnage stéréotype noir, représentant une époque de ségrégation raciale institutionnalisée aux États-Unis. Ça a été comme adapté beaucoup, comme ces lois-là ont rentré comme en vigueur quand que Abraham Lincoln est rentré comme qu'il a été voté président et puis que la ségrégation, il y a eu la guerre civile Pardon? La guerre de sécession. La guerre de sécession, justement, aux États-Unis. Puis c'est là que les lois de Jim Crow ont rentré pour comme garder un peu cette division-là entre les Noirs et les Blancs, pour garder les Noirs comme au niveau du... Au moment où ils étaient esclaves, quoi. Ouais, c'est ça. Comme... moins égal aux Blancs. Dans le fond, c'est vraiment pour les garder. Fait que c'est ça. Le personnage Jim Crow est issu du spectacle du 19e siècle où il était dépeint comme un stéréotype raciste de la population afro-américaine. Son image a été utilisée pour promouvoir la discrimination et la ségrégation raciale à travers les États-Unis. La ségrégation touchait l'éducation, le logement, le transport, les lieux publics et même les systèmes judiciaires. Fait que ça les tassait, la loi de Jim Crow les tassait dans tout. Fait que dans les logements, il n'y avait pas accès à des bons logements, ce qui créait des quartiers défavorisés dans les villes et les villages. Il y avait aussi dans le transport, comme qu'on dit, ça permettait pas aux gens de noirs de s'asseoir, mettons, à l'avant dans l'autobus. Il fallait absolument qu'ils s'assoient en arrière. Après ça, il y avait les lieux publics. Bon, il y avait des toilettes pour les personnes noires de couleur. Il y avait des abreuvoirs pour les personnes de couleur. Tout était vraiment tout séparé. Puis, fait que c'était comme une façon, justement, de garder les Noirs au plus bas niveau possible, mais de façon légale. Ouais. Puis, ça se propageait surtout dans les États du Sud des États-Unis, mais Alabama, Arkansas. Ça donne souvent l'impression que le nord des États-Unis était plus avancé, mais il y avait comme une autre façon de détourner ça, et faisant en sorte que les Noirs se ramassaient quand même dans des quartiers défavorisés. C'est pour ça qu'on voit encore ces quartiers-là qui ont encore un gros impact aujourd'hui. T'sais, même si on voit plus... On parle plus tant que ça de ces lois-là, mais on les ressent encore. T'sais. Ouais. Je vais juste reprendre où ce que j'étais. Les Afro-Américains étaient victimes de discrimination, de violence, d'injustice, sans possibilité de recours juridique
efficace à cause de ces lois-là. Fait que même dans le racisme systémique était très, très installé. Puis ces lois-là ont eu un impact dévastateur sur la communauté afro-américaine. On est maintenant dans une situation de citoyen de seconde classe, perpétuant l'inégalité sociale et économique. Même si les lois ont été officiellement abolies dans les années 1960, grâce au mouvement de droits civiques, on a vu apparaître, mettons ça, des mouvements avec Martin Luther King, qui était un des plus gros que lui avait comme une façon pacifique, plus Je vais en parler un peu, ouais. d'enligner ces manifestations contre ces lois-là. Puis il y avait aussi Malcolm X, qui était un gros impact aussi dans ces années-là pour abolir justement ces lois-là avec le mouvement Black Panther, qui était un peu plus radical, mettons. Oui, c'est ça. Un peu plus violent, mais un mouvement très intéressant aussi. Hein. Ouais. Est-ce que tu n'avais parlé du mouvement Black Panther dans le Ouais, j'avais fait un épisode sur Justice Smollett, et dans l'épisode sur Justice Smollett, je parle un peu du Black Panther, effectivement, parce que le père de Justice Smollett avait eu une connexion avec ce mouvement. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, il me semble que j'avais déjà entendu ça. Puis c'est ça, fait que ça a été comme un gros morceau de l'histoire, tu sais, les lois de Jim Crow pour la ségrégation justement des Noirs, puis de tenir ça en seconde classe vraiment, puis ça a un gros impact encore aujourd'hui parce que ça a tellement été profondément installé que c'est extrêmement dur à défaire, puis ça l'affecte encore la vie de millions d'Américains, puis aussi à travers le monde aussi, tu sais, ça a un impact. Ils ont tellement un impact ils ont tellement une influence sur le monde que ça se repage un peu partout aussi. Oui, absolument. Ouais, je regardais un documentaire sur Netflix que je vous recommande sur l'épidémie de crack à Los Angeles dans les années 80. Et tu te rends compte qu'en fait, le point de départ de cette épidémie qui commence dans les quartiers noirs de Los Angeles, c'est cette pauvreté extrême où finalement, même la nourriture était difficilement accessible. Il y avait des bons alimentaires qui étaient distribués, donc il y avait une sorte de deuxième monnaie, une sous-monnaie qui ne te permettait que d'acheter des repas. Et évidemment, voilà, dans cette misère-là et ce manque d'espoir, le crack, qui était une drogue très bon marché, a réussi à se répandre très très vite. Donc oui, il y avait encore des impacts, au moins dans les années 80, et je pense qu'il y en a encore aujourd'hui. Oui. Ouais. C'est sûr qu'il y en a encore aujourd'hui. Puis c'est ça, tu sais, on voit, moi ce qui m'avait choqué un peu aussi au début dans le petit vidéo, tu sais, c'est de voir le personnage, parce que j'ai trouvé aussi un peu plus long, mais d'entendre tout ce monde-là rire, puis de comment qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on met notre vision d'aujourd'hui, c'est pas pareil que dans ces années-là, mais c'est épouvantable de voir de comment que c'est. Je suis content de voir la tournure que ça a eu à travers les années, qu'on est vraiment rendu loin de ça. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on est quand même. On s'est éloigné de ça, puis il y a des affaires qui se feront plus, qui étaient épouvantables. Dans les années 80, en France, il y avait un humoriste qui était peut-être un des plus célèbres de cette époque, qui est d'ailleurs toujours en activité, qui s'appelle Michel Leb. Et il avait un sketch qui était peut-être le plus connu de ses sketchs, qui s'appelle L'Africain. Et c'est invraisemblable que ça ait pu exister parce qu'il compare très clairement les Africains à des singes. Il insiste beaucoup sur le côté très peu évolué, entre guillemets, des Africains. Enfin, animal, mettons. Voilà, ouais, exactement. Et c'est il y a 40 ans. Notre premier ministre, il faisait des blackface pour se déguiser à l'Halloween. Oui, c'est vrai. J'ai vu ça. On est bien représentés. J'ai vu. Mais nous autres aussi, on avait beaucoup d'humoristes qui en faisaient des blackface, puis des imitations d'accents de toutes sortes. Voilà. Épouvantables, c'était des numéros qui marchaient au bout. Là. Ah ben voilà. Moi, j'ai noté quelques dates importantes du mouvement des droits civils. Mm-hmm.
La première que j'ai notée, c'est le 1er décembre 1955. On est à Montgomery, dans l'Alabama. Et il y a une femme, alors c'est un nom qui est très, très connu, qui s'appelle Rosa Parks. Et j'aime bien l'histoire de Rosa Parks parce que j'ai le livre pour ma fille. J'ai une fille de 7 ans et elle adore l'histoire de Rosa Parks. Donc, on a la version un peu pour enfants de l'histoire de Rosa Parks. Bref, Rosa Parks, elle est arrêtée donc, le 1er décembre 1955 par la police parce que, comme peut-être tu évoquais, cette discrimination dans les transports, eh ben, elle avait refusé de céder sa place à un blanc. Et donc, normalement, dans les bus à cette époque-là, si un blanc voulait s'asseoir quelque part, donc la personne afrodescendante devait se lever et aller s'asseoir à l'arrière du bus. Et donc, parce qu'elle refuse, elle est arrêtée par le chauffeur de bus qui appelle la police. Un chauffeur de bus avec lequel, d'ailleurs, elle avait déjà eu des problèmes auparavant. Donc, il y avait vraiment du bif entre ces deux-là. Et donc, elle est arrêtée, elle est emmenée en prison. Et juste pour ça. Et donc, cette arrestation va entraîner la colère de la communauté noire qui commence à décider de boycotter les bus. Et en fait, ça a un gros impact parce qu'ils payent quand même s'ils sont maltraités, ils payent pour ces bus. Il y a tout un système de covoiturage qui s'organise. Et rien que ce boycott entraîne 80 arrestations. Mais ça passe, donc le combat passe évidemment dans la rue, mais il se passe aussi au niveau juridique. Et à la fin d'un combat juridique qui est quand même assez long, la ségrégation dans les bus est déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême. Donc, on va dire que c'est une victoire qui est quand même importante. Ben oui. Ça. Ils peuvent s'asseoir n'importe où à cette heure. Voilà. La deuxième date, et ça, c'est une histoire assez bouleversante. Il y a d'ailleurs des documentaires et des livres qui ont été écrits sur cette histoire-là. Donc, c'est le 2 septembre 1957. On est à la rentrée scolaire. Il y a 9 étudiants noirs qui se voient interdire l'inscription à la Rock Central High School à Little Rock dans l'Arkansas. Donc la ségrégation, normalement, est interdite par la loi en 1957, mais certains États, dont l'Arkansas, n'appliquent pas la loi. Donc 2 jours plus tard, le 3 septembre, un juge fédéral ordonne que les 9 étudiants soient admis dans l'école, mais la foule bloque l'accès à ces 9 étudiants qu'on va appeler les Little Rock Nine. Et le gouverneur de l'Arkansas à l'époque, qui s'appelle Orval Faubus, Faubus, je ne sais pas comment ça se prononce, et lui, c'est un démocrate, mais il est favorable à la ségrégation, et il demande à la garde nationale d'aider la foule pour bloquer l'école, pour empêcher les Little Rock Nine de rentrer dans l'école. Il y a Martin Luther King qui intervient, et sur son intervention, le président Eisenhower intervient à son tour. Il place la garde nationale qui dépend du gouverneur sous son contrôle à lui et fait évacuer la garde nationale. Et il envoie quand même toute une division de l'armée pour rétablir l'ordre et permettre aux 9 étudiants de rentrer dans l'école. Voilà, une histoire, quand tu l'analyses personnage par personnage, c'est une histoire qui est vraiment très très forte. C'est une scène qu'on peut voir dans Forrest Gump. Ça. Exactement, on la voit dans Forrest Gump et il ne faut pas oublier que on parle de jeunes de 15 ans, des adolescents, donc qui ont quand même eu beaucoup de courage d'affronter une foule qui était quand même très très hostile. Et puis, évidemment, il y a le 28 août 1963, Martin Luther King qui prononce son célèbre discours « I have a dream », qui marque quand même les esprits et les consciences et qui est un discours avec une structure... Qui résonne encore aujourd'hui. Oui, vraiment, vraiment. Et voilà, donc, il y a des progrès, on le voit dans ces années 50, 60, mais ça va relativement lentement et il y a un arsenal législatif qui se met en place, mais c'est un peu en step by step. Ça va vraiment durer 100 ans, là, cette période-là. Ouais. 1860 à 1964 environ. Là. Oui, après, justement, on va en parler. Ça ne s'arrête pas tout à fait là. Mais tu sais que vraiment qu'ils sont en vigueur, là, c'est comme jusqu'à là. Puis après ça, là, c'est le mix de se ramener. Là. Voilà. Et là, je reviens à une phrase de la chanson de Racist de Anti-Flag, où il chante « You'd never endorse the Bull Connor days, but the malice in your voice is a goddamn giveaway ». Donc, tu ne vas jamais dire que tu supportes les jours de Bull Connor. Donc, je vais vous expliquer qui est Bull Connor, mais la malice dans ta voix te trahit.
Bull Connor. Donc Bull, c'est un surnom. Il ne s'appelle pas vraiment Bull. Il s'appelle Theophilus Eugene Connor. On est loin avec le boule. Hein? Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est parce qu'il devait, tu vois, se donner une image très, très virile. Et donc, sa carrière politique, elle commence en 1934, lorsqu'il utilise sa popularité en tant que commentateur sportif à Birmingham, donc on est toujours dans l'Alabama, pour remporter un siège à la Chambre des représentants. Je pense que c'est la Chambre des représentants de l'Alabama. Je ne pense pas qu'il ait été au niveau fédéral. Donc, il effectue un mandat et puis il devient élu à la commission municipale de Birmingham. Et là, il est vraiment un opposant intransigeant à l'intégration. Donc, lui, c'est vraiment la ségrégation, c'est son credo. À cause de personnes comme Bull Connor, Martin Luther King a considéré que Birmingham, dans l'Alabama, était la ville la plus ségrégationniste des États-Unis. Et donc, Bull Connor a imposé la ségrégation raciale de manière légale et il a refusé les droits civils aux citoyens noirs, surtout dans une campagne politique qu'il a menée en 1963 en tant que membre de la Southern Christian Leadership Conference. Donc, c'était les chrétiens extrémistes qui ne voulaient pas d'intégration. Mm-hmm. Et donc, il y a eu évidemment des tensions. Et ce qui a rendu Bull Connor célèbre, c'est d'avoir demandé d'utiliser des lances à incendie et des chiens d'attaque policiers contre des militants des droits civiques, notamment contre des enfants, lors de manifestations. Et ces images ont été filmées. On est quand même au début de la télévision comme média de masse. Donc, les médias nationaux ont diffusé ces manœuvres à la télévision. Et ça a quand même traumatisé les gens qui ont vu les images, quoi. Et donc, ça a servi un peu de catalyseur à des changements sociaux dans le sud des États-Unis. Et grâce à ça, le Congrès a fini en 1964, et là, c'est ce que tu faisais référence, hein, ils ont adopté le Civil Rights Act. Mm-hmm. Donc voilà, c'est ce que en fait, c'est une loi sur les droits civiques, hein, donc ce Civil Rights Act, qui met fin à la ségrégation dans les lieux publics, qui interdit la discrimination en matière d'emploi sur base de la race, de la couleur, de la religion, du sexe ou de l'origine nationale. C'est considéré comme la grande réalisation législative du mouvement des droits civiques. Alors, ça a été proposé sous la présidence de Kennedy, une première fois, mais tu sais que Kennedy est mort en 1963. Il a survécu à l'opposition du Congrès du Sud et il a fini par être promulgué par le successeur de Kennedy, donc son ancien vice-président, je pense, c'était Lyndon B. Johnson. Au cours des années suivantes, le Congrès élargit la loi et donc il y a des lois supplémentaires qui viennent enrichir cet arsenal juridique, notamment des lois sur le droit de vote. Et ça, c'est un peu amusant. Il y a un terme allemand qui est Schadenfreude. Et Schadenfreude, en allemand, ça veut dire qu'il arrive du malheur à quelqu'un et ça te fait un petit peu plaisir. Je vais avoir mon petit moment Schadenfreude. Bull Connor, juste après le vote des lois de 65, fait une attaque. Je pense que c'est un accident vasculaire cérébral. Et donc, il va passer les 7 dernières années de sa vie, non seulement dans une Amérique moins ségrégationniste, mais aussi dans une chaise roulante. Voilà. Tant mieux pour lui. Voilà. Souhaite pas trop de malheur du monde, man. Ouais, voilà. En tout cas, voilà. Il y en a certains que le karma s'occupe bien. Voilà, exactement. Karma is not always a bitch. Malheureusement, c'est pas le dernier. Donc, on sait qu'en 1968, Martin Luther King est assassiné à Memphis par James Earl Ray. Donc, il y a 56 ans, ce sera le 4 avril. Donc, on va commémorer cet assassinat. Ça fera 56 ans le 4 avril. Alors, James Earl Ray, c'est un délinquant qui s'était échappé de prison, mais qui était aussi un raciste notoire et il soutenait la ségrégation. Mais il n'a jamais vraiment avoué le crime. Et donc, ça a donné naissance à pas mal de théories du complot sur l'assassinat. Bref, moi, je crois que c'est quand même lui qui a assassiné Luther King. Alors, triste anecdote. Pourquoi, en fait, donc, quand Luther King se fait assassiner, il est à Memphis. Pourquoi il est à Memphis? Parce qu'en fait, il y avait une discrimination dans cette ville-là entre les éboueurs noirs et les éboueurs blancs. Parce que, tu sais, les éboueurs ne travaillent pas par tous les temps. Et donc, les blancs étaient rémunérés quand ils avaient des raisons climatiques qui les empêchaient d'aller travailler, mais pas les noirs. Donc, il y avait encore ce genre de discrimination-là
pour les jours, ce qu'on appelle en Europe du chômage technique, c'est-à-dire tu ne peux pas travailler pour à cause de circonstances extérieures. Eh bien, là, il y avait une inégalité de traitement. Ouais. C'est ça Alors, qui l'a amené là-bas. Puis qui... ouais, exactement. Non, Et alors, c'est triste. ouais, après, il y a des émeutes, évidemment, hein, parce que ça a été un choc, cet assassinat. Alors, j'en ai parlé aussi dans un épisode du scénario du pire de ces émeutes qui ont malheureusement fait 46 victimes, 46 morts quand même lors de ces émeutes. Ça a été très, très violent. Mm. On est vraiment à la fin, on en a déjà parlé plusieurs fois aussi quand on parlait de Charles Manson. Charles Manson, la fin des années 60 aux États-Unis, c'est quand même une période de grande violence. Il y a vraiment une explosion de la violence Mais tu sais, à ça tous a les niveaux créé aux les États-Unis, mouvements quoi. tu sais, du Ku Klux Klan, ça a créé beaucoup de radicalisation, autant Exact. côté blanche que côté noir aussi, pour la Ouais, défense, puis tout ça. Fait que tu sais, ça faisait comme deux clans qui s'affrontaient tout le temps. Là. Fait que- ouais, ouais. Après, évidemment, on peut pas mettre les deux clans au même niveau, Non, non, évidemment, non, hein. non, 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 je mets pas ça au même niveau, là, mais Ok. ce que je veux dire, c'est que ça fait ça, tu sais, il y a quelqu'un qui est dans une extrême détresse qui veut s'en sortir, puis Ouais, t'as les autres qui veulent juste garder leur pouvoir, tu sais, fait que quand exact. les deux se rencontrent, ça peut pas bien Exact. fonctionner, là. D'ailleurs, à propos du Ku Klux Klan, je vous recommande de regarder un film qui est facilement trouvable sur les plateformes qui s'appelle The Black Klansman. Je ne sais pas si tu l'as vu, qui Non, est, j'ai pas vu qui ça. est l'histoire vraie d'un noir qui s'est infiltré au Ku Klux Klan. Ok. Voilà. C'est vraiment un bon film. Il y a une bonne tension. Le personnage principal est vraiment excellent. Et voilà, et c'est une histoire vraie. Donc, et à la fin du film, tu vois les vrais personnages. Voilà, c'est vraiment une histoire d'opération policière très, très réussie. Voilà. Je pense, un film de Spike Lee. Ok, ouais, je vais regarder ça. Tu l'enverras dans le Discord. Il y Oui, 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 avait je partage. Mississippi Burning aussi qui Oui, était oui, mais Burning, super bon. Ou pour exactement. Ouais. voir un peu dans le mouvement punk racial, puis tout ça, il y a Génération X aussi, Ouais, Generation ouais, X qui est super ouais. bon. Yes. Ouais, Black Klansman, c'est beaucoup plus récent. C'est un peu plus léger aussi, mais c'est un bon film très fort. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je le partagerai dans le Discord. Ben oui, on va aller écouter ça, c'est sûr, c'est Yes. sûr. Puis j'avais une petite conclusion, moi, Ouais, pour un peu sur Anti-Flag. Tu sais, comme tu évoquais, il est important de reconnaître que malgré l'engagement social affiché par l'Anti-Flag, la vague du mouvement MeToo, comme tu disais, a entaché Justin, puis pour des accusations d'inconduite sexuelle. Ça illustre que même ceux qui se battent pour la justice peuvent avoir des failles. Cela souligne l'importance de rester vigilant et de continuer à œuvrer pour un monde plus juste où toutes les formes d'injustice sont dénoncées et combattues. C'est vraiment important c'est pas parce que ils se battent pour quelque chose que ça veut dire qu'ils sont complètement clean. Fait qu'il ah faut non, rester quand même à l'affût de ceux-là qui portent le... Parce que le pouvoir peut monter, tu sais, là, quand t'as un pouvoir d'influence, peut monter un peu à la tête. Puis... et puis, il y a un phénomène, un concept qu'on appelle en anglais de virtue signaling. Je ne sais pas si c'est un concept qui existe chez vous, mais c'est de se dire que tu vas utiliser des causes juste pour gonfler un peu ton propre ego, de te regarder, moi, je suis le défenseur des causes nobles. Moi, j'avais une petite conclusion sur la violence raciale. Hein, donc, Ouais. mais d'abord, je dois vous dire que Bull Connor, il est mort en 1973. Et donc, il a vu toutes les lois ségrégationnistes abandonnées aux États-Unis. Donc, il a dû mourir en colère. Mais malheureusement, il y a encore voilà, beaucoup de crimes de haine aux États-Unis et pas qu'aux États-Unis. Mais donc, là, j'ai le chiffre américain pour l'année 2023. Donc, il y a eu 11 288 incidents qui ont fait 13 278 victimes. Euh, et comment dire, la répartition de ces attaques, donc il y a 59%, j'enlève les virgules, 59% de ces attaques qui sont pour des motifs raciaux, 17% pour la religion, 17% pour l'orientation sexuelle, 1% pour l'identité de genre, 1,5% pour le handicap et 1% pour le genre. Voilà, donc c'est pour dire que voilà, quand on entend 59% de crimes de haine qui le sont pour des raisons raciales, tu te rends compte qu'il y a encore beaucoup de scories de Non, il y a cet du chemin à ancien faire, monde. là. Hein.
Ouais, C'est fou. il y a encore du boulot. Ben, tu sais, on en voit un en ce moment qui est en train de se passer quasiment un génocide en Israël puis en Palestine, Ouais, qui est c'est terrible, hein. exactement ça, là, un crime racial épouvantable. Épouvantable. Vraiment, c'est un truc, ça me fait. Voilà, j'essaye de pas trop lire là-dessus parce que vraiment, c'est tellement, tellement douloureux. Je vois des choses qui passent sur mes défis d'Instagram, c'est absolument terrifiant. Mm. Aux États-Unis, la dernière grosse attaque raciste, c'était à El Paso en 2019, où il y a eu des dizaines de morts pour des raisons racistes. Donc voilà, c'est quelque chose. Il faut bien éduquer nos enfants, hein. Donc, Ouais, c'est on a un important. rôle en tant que père ou que mère, évidemment, pour les auditrices, pour éduquer nos enfants dans la bonne direction. Et je voulais juste dire un truc un peu plus amusant sur le blackface pour pas terminer par une note Ouais. trop sombre. Donc, ma femme est métisse, ma fille a la peau relativement claire et quand elle était petite, à un moment, elle a pris de la glace au chocolat et puis elle s'est fait un blackface parce qu'elle voulait ressembler à sa maman. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est le sens qui est important, c'est pas le signe, tu vois. Donc, l'intention de ma fille, quand elle a fait ça, c'était évidemment une intention qui était hyper positive. Et donc, il faut combattre le sens et pas combattre le signe, quoi. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. C'est quand même cute, like ça. Bah oui, c'est ça, c'était mignon. Elle était pleine de glace, comme ça. Elle dit, ouais, est-ce que je ressens la maman? Voilà. Elle était toute petite, évidemment, elle avait 4 ans, hein. Ah oui. Ben, merci beaucoup, Philippe. C'est encore super le Ouais. fun de faire ça avec toi. J'ai un Ouais. peu bafouillé. T'as comme énuméré des choses que je voulais dire au début. Ça m'a mélangé, mais bon, on a Ah, fini par y pardon, aller. pardon, je suis désolé, désolé. Mais Ouais. non, mais c'est ça. Hein. C'est pas comme si on pouvait le travailler un à côté de l'autre. Là. Non, exactement. Et ce sont les aléas du direct. Yes. Mais c'est des choses qui arrivent, mais c'est pas grave. C'est ça parce que ça, c'est nouveau, là, les textes pour moi. Là, fait que j'essaie de rentrer plus dans ce cadre-là. Fait que il a fallu que je me retrouve dans mes petites affaires. Moi, j'ignorais que Jim Crow était un personnage fictif, donc j'ai appris ça ce soir, donc c'est Je cool. suis content de te l'avoir appris. Mais oui, c'est Merci. ça, c'est un bon petit personnage de spectacle. Mm. Fait que merci beaucoup tout le monde pour nous suivre, dubrumesoreilles.com si vous voulez nous encourager. Patreon, Twitch, c'est toujours super apprécié. C'est des petits prix. Même sur Twitch, si vous êtes Amazon Prime, ça vous coûte rien pour nous encourager. Et sinon, on a du nouveau là, côté scénario du pire. Là. On voit ça se Alors, brasser un peu sur les internets. Là. yes, donc il y aura probablement une saison 4. Donc après avoir annoncé la fin du game, Pas capable. parce que j'ai une candidature pour une nouvelle co-autrice. Julie est tout à fait OK avec ça. Elle viendra certainement d'ailleurs nous accompagner pour peut-être un épisode un peu hors série, genre un spécial Halloween et ce genre de trucs-là. Donc là, voilà, j'écris des histoires sur la drogue, sur des chasseurs de pédophiles, plus ou moins gentils. Voilà, donc il y a pas mal de trucs sur des tueurs en série. Enfin, voilà, pas mal de bonnes petites histoires pour la saison. Même concept, a priori. Donc, le scénario du pire est toujours disponible sur toutes les plateformes. Et alors, j'ai appris quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir. C'est que Papy Joe avait commencé à écouter tous les épisodes. Ok, oui. Et qui était un homme satisfait qui disait. Et moi aussi. Yes, je suis super content de cette annonce-là, Moi aussi. Philippe, du retour Ouais. du scénario du pire. Moi, j'étais bien content. Fallait pas que ça dure, cet arrêt-là. Là. Non, 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 non. C'était trop tôt. Voilà. Mais il y a beaucoup de projets. Voilà. Il faudra Fallait, faire des choix. fallait pas que le scénario rentre dans les statistiques le nombre de podcasts qui finissent après une vingtaine d'épisodes. Là. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, là, on est sûr qu'on fera au moins 30 épisodes, c'est sûr. Yes! Bon, ben c'est good. Merci beaucoup, Philippe. Puis on se reparle pour un prochain épisode du Crime à mes oreilles, les balades meurtrières, tout le monde. À la prochaine.